quelques mots. Oui, je suis un historien de l'économie et de l'économie antique. Ça, c'est mes affiliations, je dirais, académiques. Mais comme la plupart des confrères et consoeurs de l'académie, je dirais que je suis d'abord quelqu'un qui est passionné et curieux et qui est parvenu à transformer sa passion en profession. Et que ça vaut quelques sacrifices de se donner les moyens d'arriver à ce but-là. Et ce qui m'intéresse, en ayant dit je suis un historien, de l'économie certes, mais historien, c'est l'humain qui m'intéresse par-dessus tout, et l'humain, je dirais, en groupe. Là où c'est parce que ça me paraît le plus complexe, ça me paraît le plus difficile à aborder. Et forcément, s'agissant de culture antique, ancienne, pour lequel, et en particulier celle qui m'intéresse, à savoir la culture grecque et gréco-romaine, pour laquelle il y a un naufrage de la documentation qui fut intense et dont peu de choses est préservée, il faut faire preuve de beaucoup de subtilité, de créativité dans le raisonnement et dans l'accumulation des preuves pour pouvoir prétendre cerner cet humain. Et je dois dire que si je devais reprendre des études aujourd'hui, mais c'est assez virtuel comme hypothèse, je ferais des études et puis un parcours de sociologue, je pense. C'est vraiment l'humain en groupe qui m'intéresse parce que, je le répète, c'est ce qui me paraît le plus complexe. Et ce qui m'a plu dès l'entame avec les monnaies, c'est qu'elles se quantifient. Et ça, c'est vraiment le fil conducteur de mon parcours, c'est la quantification. Les monnaies ont un poids, elles ont une orientation des axes, elles sont frappées avec des coins monétaires qui s'usent et se remplacent, donc on peut les compter, on peut organiser leur séquence. Elles ont une composition métallique qui peut aussi s'analyser. Enfin, toute une série de paramètres quantifiables qui font que, en numismatique plus qu'ailleurs, on construit ces raisonnements comme aux échecs, et on a le sentiment que la vérité, avec un grand V, qui sait, et on va peut-être laisser cela pas avoir la prétention et l'arrogance d'y arriver, mais il va être difficile de vous réfuter. On s'approche d'une forme de plus en plus affinée de vérité néanmoins. Et c'est un sentiment de confort intellectuel, le sentiment de pouvoir avancer de cette façon-là, que l'on ne trouve pas avec d'autres disciplines très très proches. Par exemple, j'avais des amis spécialistes de sculpture qui étaient désespérés et qui étaient très persuadés qu'ils étaient le 26e à s'exprimer sur le Laocoon. Prenons le Laocoon. Le 26e, alors sur le Laocoon, c'est le 2622e à s'exprimer sur le Laocoon. Ils pouvaient faire preuve de toute l'intelligence, de la subtilité de raisonnement dont ils étaient capables, mais que nécessairement le 2623e allait venir, allait dire autre chose, et allait clicher le 2622e dans sa situation sociale, enfin tout ça en disant mais bien sûr monsieur Untel a dit cela parce que monsieur Untel est ceci, est cela, et que donc on est entouré d'une subjectivité qui est importante. Avec les monnaies, on n'a pas ça. Avec les monnaies, on n'a pas ça, on a moins cela. On avance, et j'ai eu vraiment le sentiment, et encore aujourd'hui, de pouvoir souvent avoir ce sentiment grisant de progresser sur des terra incognitae, où il suffit de gratter et il y a de l'or, à peu près. Alors bien sûr, je ne suis pas sot au point de ne pas mettre ça en perspective et se dire que mon or est bien de peu de prix pour l'essentiel de la population et de la planète, qui se dira immanquablement quand on voit le titre des articles ou des livres que je produis, se dira mais et so what? Qu'est-ce que ça change réellement? Alors ça, je pourrais développer, je ne vais pas le faire ici. Ça, c'est la grande question de la défense de l'histoire et du métier d'historien parmi l'ensemble des sciences. Peut-être dire quand même quelque chose qui me tient très à cœur, deux choses qui me tiennent très très à cœur. La première, c'est que, contrairement à l'idée qu'a le grand public, pour qui la recherche scientifique, c'est la médecine, c'est la nanotechnologie, c'est là où on trouve. En histoire, vous ne trouvez pas. Si, on peut faire des belles découvertes dans des dépôts d'archives, on peut faire ressurgir un document dans mon domaine, on trouve des trésors de monnaie grecque tous les jours, pas tous les mois, tous les jours, virtuellement, tout autour de la Méditerranée. Mais le grand public vous posera toujours la question de savoir, mais qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Et à ça, il faut toujours répondre. Beaucoup de gens ont articulé des défenses et illustrations de l'histoire, que l'épistémologie, ou je dirais la manière dont se construit l'histoire comme une science, même si elle n'est absolument pas expérimentale, elle est beaucoup trop humaine, bien entendu, c'est sa grandeur. C'est qu'on procède de façon diamétralement opposée en médecine, en biologie, mais on pourrait prendre beaucoup d'autres domaines. On ajoute du vrai à du vrai. On découvre des choses et c'est une nouvelle petite pierre de vrai qui s'ajoute à un mur déjà de vrai, ou un arbre, si vous voulez, pour prendre cette analogie-là, un arbre qui grandit, dont les feuillages, dont les branches deviennent de plus en plus importantes, et on a un arbre de vérité de plus en plus grand. En histoire, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne généralement. On retranche du faux, c'est-à-dire que tout est vrai a priori. Tout est vrai tant qu'on n'a pas démontré que c'était faux. Et les grands progrès que l'on fait, c'est retrancher du faux, c'est faire en sorte qu'on ne peut plus dire n'importe quoi. Le spectre du possible se réduit. Et là, on est évidemment dans une optique tout à fait popperienne. Je fais référence à Karl Popper, et un exemple fameux qui marque les imaginations en général, et qui est celui du jeu de cartes. Si vous avez un jeu de cartes avec des dos noirs et des dos rouges, vous pouvez faire l'hypothèse que les dos noirs correspondent à des cartes de pique et de trèfle, et que les dos rouges correspondent à des cartes de cœur et de carreau. Si vous voulez prouver votre hypothèse, vous devez aller jusqu'au fond du paquet. Ça ne vous sert à rien d'avoir montré que les 15 premières cartes répondent à votre hypothèse de travail. Il faut prouver que jusqu'au dernier cas, ça fonctionne. Parce que si l'avant-dernière carte ou la dernière carte infirme votre hypothèse, eh bien c'est fini, votre hypothèse est mauvaise. Tandis que dans le cas où il vous faut montrer que c'est faux, c'est plus simple. Dès la deuxième carte, si vous avez une carte, un dos rouge avec un pic, eh bien vous en êtes quitte de votre hypothèse et vous passez à autre chose. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne en histoire. On n'ajoute pas du vrai à du vrai, je résume, je caricature, on n'ajoute pas du vrai à du vrai, on retranche du faux à du probablement vrai au départ.